Ça, là, voilà, je vous en parle. Ça fait 15 ans que j'en parle. Tout le monde qui me connaît, qui ont suivi des cours, soit Laboratoire Advisor, soit Buffett, soit Analyse et Conseil. J'en ai toujours parlé dans tous mes cours, puis vous ne faites pas exception aujourd'hui. Donc, c'est fait partie d'un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'investissement. Ça s'appelle Les stratégies de Warren Buffett au niveau du portefeuille de Warren Buffett Portfolio, excusez-moi, publié en 1999 par Robert Ekstrom. Et à date, ça demeure pour moi le livre qui m'a le plus impacté, eu un plus grand impact sur moi, à cause de ce que je vais vous montrer à l'écran. Ce qu'ils ont fait, c'est que oui, Warren Buffett, j'ai fait un cours là-dessus, bon, choisir les bonnes actions et tout, on comprend tout ça, bon, vous suivrez le cours, très bon cours. En passant, tout est sous contrôle, mais une des choses qui est peu connue, c'est à quel point il a investi de façon concentrée, dans le sens que il dit, lui, ça a toujours été, depuis le début, il voulait battre le Dow Jones, battre le S&P 500. Et une des techniques pour battre, bien choisir les bonnes compagnies à long terme, on la connaît. Mais l'autre qui est peu parlé, c'est d'avoir un portefeuille dans lequel il y a peu d'entreprises, il y a peu de stock d'actions. Et je vais vous montrer juste un point de vue statistique, celle-là est vraiment intense. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris les 500 compagnies du S&P 500, ils ont mis ça dans un fichier, plus 700 autres compagnies qui ont été extraites du marché américain, là, des compagnies grand public. Ce qui nous donnait 1200 compagnies différentes desquelles aller piger dedans. Ils ont fait quatre types de portefeuilles, des portefeuilles de 250, 150 et 15 actions. Et ils ont bâti, dans chacune des catégories, ils ont bâti 3000 portefeuilles dans chacune. Donc, ils ont bâti 12 000 portefeuilles, mais pas des portefeuilles qu'on appellerait gérés, des portefeuilles faits au hasard, avec tirés comme dans, pas un boulier, c'était informatique, là. Puis, ce qu'ils faisaient, c'est quand il y avait 250 compagnies en portefeuille, bien, ils mettaient dans chacune des compagnies, ils mettaient un 250e. S'il y avait 100 000 bien, 100 000 divisé par 250, ils mettaient le montant que ça fait, là, peut-être 400 je ne sais pas, dans chacune des compagnies. Dans chacune, oui, ça faisait un portefeuille et il mesurait les rendements des 3000 portefeuilles. Parce que juste un, on aurait pu arriver avec des drôles de hasard, mais en ayant 3000 portefeuilles, on arrive avec un certain système de hasard, mais on arrive avec quelque chose. Fait que sur les portefeuilles dans lesquels il y avait 250 titres en portefeuille, le meilleur rendement, c'était 16%. On l'a mesuré sur 14 ans en passant. Donc le meilleur rendement était de 16, le pire de 11. Et des portefeuilles qui ont fait mieux que le S&P 500, c'est 63, pas 63%. 63 portefeuilles sur 3000 ont fait mieux que le S&P 500. C'est pas beaucoup, là. Le reste a fait égal ou moins que le S&P sur ces 3000 portefeuilles-là. Okay? Après ça, on tombe. La seule chose qu'ils ont faite, ils ont dit, OK, au lieu d'en mettre 250 actions en portefeuille, on va en mettre juste 100. Donc, en ayant 100 actions en portefeuille, le meilleur rendement a été de 18, le pire de 10, donc un petit peu plus d'espace. Puis tout de suite, on est tombé à 337 portefeuilles sur 3000 qui ont fait mieux que le S&P. Ah, il y a quelque chose là. On a baissé à 50 et là, on est arrivé avec un meilleur rendement à 19, le pire à 9, mais 549. Donc, vous voyez la tendance et on est tombé à 15. Et à 15, on est arrivé à un meilleur rendement à 26, le pire à 4. Donc, on voit que l'écart type est plus grand. Mais 808 ont fait mieux que le S&P 500. Et ça a fait exploser ma tête. J'ai fait toutes choses égales par ailleurs. Oui, il y a les frais de gestion, j'en ai parlé. Mais toutes choses égales par ailleurs, j'ai deux fonds mutuels qui se ressemblent beaucoup. Celui-là qui a moins de titres en portefeuille a plus de chances de battre le marché que l'autre. Et ça fait du sens que si je suis un gestionnaire de portefeuille et que je dis, exemple, telle compagnie, on va dire Apple, va faire mieux que toutes les... Puis je suis sûr de mon coup, je suis sûr que Apple, dans les 10 prochaines années, 15 prochaines, ou les 3 prochaines années, je suis certain que Apple va bien faire. Puis je gère en portefeuille, mettons, de 1 milliard, puis que je mets 1 million, ce qui est 1%. Mais 1 million sur 1 milliard, c'est 1%. Même si j'ai raison, le fait que je mets juste 1% de mon portefeuille dans Apple, ça n'aura pas d'effet. Si je dis, ben, je vais mettre 10 millions, je vais mettre 100 millions, je vais mettre 10% dans Apple, là, ça va donner un rendement. Si j'ai raison, ça va donner un meilleur rendement, ça va paraître beaucoup dans mon chiffre. Donc, ça fait du sens. Ça a du bon sens, cette histoire-là, mais je ne l'ai pas vu, entendu parler à peu près nulle part. Et c'est comme ça que Warren Buffett et un paquet d'autres dans sa génération puis dans cette ligne de pensée-là vont gérer. Et quand je regarde des fois des fonds qui gagnent des prix Lipper ou quoi que ce soit, je regarde souvent le portefeuille et souvent le portefeuille va être plus concentré dans quelques titres. Autrement dit, le top 10 ou le top 15. Quand vous prenez un portefeuille et vous regardez le top 10, le top 15, il va être élevé, il va être plus élevé que la moyenne. Il va peut-être 45, 50, 70% dans le top 10, dans le top 15. Fait que je voulais juste vous laisser là-dessus.
J'en parle plus abondamment dans mon cours de Buffett, mais je la trouvais pas mal le fun, celle-là. Donc, ça s'appelle la concentration, le focus investing.